Le yoga, même dans la pratique physique, Oui, est une méditation en mouvement. c'est ça, tout Le à but, fait. c'est de mettre dans l'instant présent, ici et Et maintenant. maintenant? La méditation, ça n'est pas autre chose que ça. Mhm. Te défaire de... Bonjour Charlotte, Bonjour Rebelle. comment vas-tu Je aujourd'hui? vais très bien, merci beaucoup. Super, bienvenue sur French Stuff, Merci de m'accueillir. avec plaisir. Donc tu es prof de yoga depuis 5 ans, tu t'es mise au yoga il y a 10 ans, Mhm. et donc tu as décidé de faire une reconversion professionnelle. Exactement. Tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Alors oui, je peux t'en dire je peux t'en dire un peu plus développé au sujet de mon cheminement par rapport au yoga. Donc en fait, j'ai commencé le yoga comme beaucoup de personnes, comme une activité physique au milieu de plein d'autres activités. Je faisais exactement comme toi, les cours miles, j'allais à la salle de sport et dans la salle de sport, il y avait un cours de yoga. Donc je faisais du yoga, du body pump, du body attack et tout un tas d'autres choses. Mais vraiment, je me cantonnais d'une pratique de yoga physique. Et puis les années ont passé, je suis tombée enceinte, j'ai découvert que le yoga pouvait s'adapter à la forme de mon corps. J'ai grossi, j'ai maigri beaucoup, un peu. Donc voilà, c'était une discipline qui se prêtait à m'accompagner dans différentes périodes de ma vie. Et c'est pour ça que j'imagine je l'ai tenue de 2012 jusqu'à maintenant, alors que le body pump, le body attack, quand je suis partie de là où j'habitais en France, je ne l'ai pas tout de suite retrouvé. On a d'abord transité par le Qatar. Au Qatar, il n'y avait pas de salle de sport avec les cours Body Miles à Expoc. Et puis j'ai tout simplement arrêté. Le yoga, il y avait des salles de yoga. Donc j'ai pu continuer et adapter en fonction de comment je me sentais. C'est quand je me suis arrêtée de travailler en corporate en 2016, j'ai dit, en 2016, ouais, 2 ans, en 2017, que je me suis mise plus intensément au yoga. J'avais plus de temps, tout simplement. Et puis, par hasard, il y avait un studio juste au bout de la rue. Donc, d'une pratique physique, j'ai commencé à ressentir des bienfaits vraiment dans mon interaction au quotidien d'abord avec mon mari, avec mon enfant. J'ai commencé à sentir qu'au niveau émotionnel, ça me posait, ça me relaxait. Moi, de base, j'ai un tempérament de feu. J'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup de répondants. Je suis très littéraire, donc j'avais besoin de temps en temps de pouvoir et je me laisse emporter en fait. De canaliser tes émotions. Exactement. Alors aujourd'hui, je laisse volontairement libre cours à certaines émotions, mais j'ai réussi à en canaliser d'autres. Il y a certaines émotions, telles que l'amour, je laisse libre cours à l'amour. Moi, dans l'amour inconditionnel, il y a plein de choses. Je me dis, mais il y a des choses que j'ai réussi, à canaliser, et je suis beaucoup moins impulsive. Qu'avant, grâce au yoga. Oui, et c'est ce que j'ai senti, et ça a été le déclic. Je me suis dit, il y a quelque chose au-delà de mon matelas que j'emporte lorsque je sors, je passe la porte du studio de yoga. Pourquoi ne pas m'y mettre de façon plus régulière, et pourquoi ne pas le partager? Parce que c'est ce qui m'a donné envie de devenir prof de yoga. Devenir prof de sport, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Maintenant, partager ce que ça m'a moi apporté au niveau émotionnel, ça m'intéressait. Mais est-ce que tu te définis en tant que yogini, justement? Je me définis bien sûr en tant que yogini parce que je pratique le yoga et je le pratique intensément. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on met dans la définition du yogini. Et qu'est-ce que tu veux dire par intensément, surtout? Je pratique tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que je donne des cours, mais parce que je m'efforce de garder, et ça c'est pour soigner mon énergie justement, je m'efforce de garder une pratique qui soit une pratique à moi. Je m'adapte au corps, aux besoins, aux envies de mes étudiants tous les jours. Maintenant, Charlotte, elle a aussi un corps à elle, des besoins à elle, des envies. Et j'ai besoin de garder cette pratique qui est mienne. Et le plus que je peux, je m'efforce de me poser sur mon matelas au moins 30 minutes par jour, juste pour moi. Ce qui, sans vouloir critiquer, n'est pas le cas de tout le monde. Comme dans beaucoup de choses, quand on aime la mode et qu'on devient styliste, on arrête de prendre autant de plaisir. Moi, j'ai vraiment essayé de garder autant de plaisir dans le yoga à partir du moment où c'est devenu ma profession. Donc, je le pratique pour moi et je le partage avec les autres. Mais pour en revenir au yogini, en fait, donc mis à part la pratique du yoga. Oui. Qu'est-ce que je définirais comme une yogini? Voilà. C'est quelque chose dont on a pu discuter. Ce que j'ai remarqué avec 10 ans de pratique, et c'est rien au final, 10 ans de pratique, il y a des profs de yoga, des gens qui ne sont pas profs de yoga, mais qui pratiquent le yoga depuis 40, 50 ans. Donc 10 ans, je ne le dis pas comme si j'avais une autorité particulière parce que j'ai fait 10 ans de yoga, c'est rien. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des box à tickets quand on fait du yoga.
Et ça définirait le yogini parfait. Oui. Et moi, je me suis mise dans cette box du yogini parfait. Donc, j'ai pratiqué le yoga tous les jours, bon, parce que ça me faisait du bien. Mais en plus de cette pratique physique, j'ai rajouté tout un tas de choses autour. Une façon de m'alimenter, une façon de vivre, certainement une façon de penser qui correspondait au parfait yogi. C'est super si ce parfait yogi correspond à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, ça ne me correspondait pas à moi. Charlotte, elle ne tique pas la box du yogini, ni indien, ni américain, ni du yogini parfait sur Instagram. Et je pense que on est un yogi ou une yogini lorsqu'on réussit à faire de notre pratique du yoga une pratique personnelle dans laquelle on peut découvrir une forme de liberté, d'abord sur notre matelas, et que cette liberté, ensuite, on l'emporte en dehors de notre matelas pour être nous. On est nous sur notre matelas. On est nous en dehors de notre matelas. Charlotte, on n'est pas là pour parler du yoga en général, car je pense que tout le monde connaît. Mais à ton avis, qu'est-ce que les gens pourraient ignorer par rapport à cette activité qui date quand même du 3e millénaire avant Jésus-Christ? A-t-elle évolué, justement? Et en fait, c'est la chose que les gens doivent savoir. Le yoga, le plateau des pratiques de yoga qui nous est offert aujourd'hui est bien plus large que le yoga qui était pratiqué il y a 3000 ans en Inde, essentiellement par des hommes de grande taille avec une physionomie très particulière. Il y a des positions qui ont été largement partagées de par le monde, qui ne sont pas accessibles à une femme comme moi, par exemple. Pour une raison simple, mon anatomie ne me le permet pas. Mon bras n'est pas suffisamment long par rapport à mon buste. Il y a des positions, je ne pourrais jamais les faire, même en pratiquant tous les jours à raison de 8 heures par jour. Donc, ça, c'est un. Et en partant de ce principe, que le yoga fait du bien, mais que la pratique physique n'est qu'une partie infime de notre pratique plus large du yoga, le yoga physique a évolué aujourd'hui. Les plus gros studios de yoga, c'est un peu un jugement de valeur quand je dis ça, mais je pense que ce qui influence le plus aujourd'hui le yoga, ça n'est plus finalement l'Inde. On a pris la tradition indienne, mais il y a la science du mouvement, il y a même des physios, des kinés qui viennent apporter leur point de vue sur certaines positions, qui viennent dire que peut-être avec un corps européen, avec un corps américain, il est mieux de la pratiquer comme ci ou comme ça, on donne souvent l'exemple, mais faire 3 fois le tour de sa tête avec son pied. C'est peut-être pas super healthy et c'est peut-être pas la même. Tu sais le faire, toi? Moi, je sais mettre un pied derrière ma tête. 3 pieds, je sais pas si je pense que ça n'existe pas. Je caricature quand je dis ça. Je pense que personne ne le fait. On n'est pas non plus. On n'est pas des contorsionnistes. J'espère qu'on reste profondément humain dans notre pratique du yoga et que justement, on fait cette différence. Je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance par rapport à soi-même dans la pratique du yoga. Et ça fait la différence avec le contorsionnisme, où on va torturer son corps pour aller faire 3 fois le tour de sa tête. Mais il y en a. Et le yoga d'Instagram se rapproche bien plus souvent du contorsionnisme que du yoga que je pratique moi, en tout cas. Et si c'est pas du contorsionnisme, ça se rapproche de la gym, souvent. Mais pourquoi, au fait, pourquoi justement donc, les yoginis d'Instagram véhiculent souvent ce message? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis dans le yoga après avoir fait de la danse, de la gym, du contorsionnisme. Très bien. Donc en fait, ils ont un autre background. Oui, ils avaient déjà un corps très souple. Voilà, et pour eux, ces positions, c'est facile de les mettre dans la box du yoga parce que le yoga, c'est vendeur aujourd'hui. Le yoga, c'est une grosse industrie, c'est pas juste une pratique qu'on fait chez nous. C'est vraiment, il y a une industrie du yoga qui est peut-être plus large que l'industrie du contorsionnisme, l'industrie du cirque, l'industrie... Donc, sur Instagram, c'est plus simple. Aussi parce que c'est plus appealing, plus choc, bien évidemment, que si moi, je fais une vidéo de moi pendant 10 minutes en train de respirer consciemment, 4 temps sur l'inspire. On va en revenir, tu sais, sur la respiration plus tard. Il y a beaucoup plus de bienveillance dans ma façon de pratiquer, 4 temps sur l'inspire, 4 temps sur l'expire. Mais les gens n'ont pas envie dans une société qui va vite. Sur Instagram, c'est un peu comme anciennement sur Paris Match. Le choc c'était comment leur slogan, le poids des mots, le choc des photos. Instagram, c'est un peu ça. Il faut que ta photo, elle soit catchy.
Si je suis assise en position méditative, j'ai peut-être une audience très engagée qui va trouver ça super, mais le reste de la planète va trouver ça juste boring. Alors que si je montre une position où mes pieds, on ne sait pas comment j'y suis arrivée, que ça a dû vous demander beaucoup de travail. Donc voilà, et du point de vue du yogi ou du yogini, je pense qu'il y a une partie de la population pour qui ça vient naturellement et c'est super. Il y a une partie de la population qui a un peu perdu, je pense, le sens profond du yoga qui est de se faire du bien et qui sont retombés dans une logique d'ego dans leur pratique du yoga où on veut accomplir à nouveau certaines pratiques, et donc on va aller à la salle de sport pour pouvoir se mettre sur la tête. On retombe dans une logique d'ego sur son matelas. Mais l'ego revient très vite en fait. Le cerveau humain est fait pour ramener l'ego en permanence. Donc c'est un travail perpétuel de se dire mais quel est mon why ? Pourquoi je fais ça ? Est-ce que c'est pour éventuellement aller mettre cette photo sur Instagram et avoir je ne sais combien de likes, ou est-ce que c'est pour mon bien-être ? Est-ce que c'est pour me sentir bien, pour faire quelque chose pour moi-même ? La ligne est très ténue. Il y a certaines personnes qui vont se sentir waouh dans ces positions, et je suis sûre que ces positions, elles ont des bénéfices incommensurables. Il n'y a pas de... Mais pour l'avoir fait moi-même, des fois on se torture sur son matelas pour pouvoir mettre son corps dans une position qui ne lui convient pas en fait. Donc il faut toujours écouter son corps. Écouter son corps, bien sûr, écouter son cœur. Pourquoi je le fais ? Écouter son corps. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Ton corps te dit aïe. Ouais, aïe, stop. Stop. Faut pas forcer quand ton corps te dit aïe. Ton cœur te dit quoi ? Tu le fais pourquoi ? Pour des followers ? Ok, va te blesser. Après, ton corps, c'est ton temple de façon très poétique. Si tu t'es blessé le genou, tu pourras plus les faire, les positions. Ni pour toi-même sur ton matelas, ni pour Instagram, pour tes followers. Donc pense long terme, pense bienveillance par rapport à toi-même avant tout. Donc, quelles sont les valeurs du yoga, justement, que tu vas le plus utiliser, toi ? Donc, les valeurs que j'utilise pour moi et que j'essaie vraiment de transmettre, de partager avec mes étudiants, eh bien, ça va être la bienveillance. La bienveillance par rapport à soi, par rapport à l'autre. Il y a de très, très belles méditations où on utilise tout l'amour et toute la bienveillance qu'on porte souvent à l'autre, à ses enfants, à son époux, à la planète entière, en oubliant de se la renvoyer à soi-même. Et c'est de très beaux moments où les gens se rendent compte, mais oui, en fait, je m'oublie. Donc, sur ton matelas, écoute-toi. Prends le temps d'écouter les feedbacks que t'envoie ton corps. Tu sais que dans telle position, tu ressens un blocage. C'est au niveau de la hanche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plein d'explications. Moi, je ne connais pas l'explication psycho-émotionnelle, psycho-énergétique de chaque partie du corps, mais tu peux aller faire cette recherche. Tu as senti quelque chose quand tu as bougé ton corps. Regarde, aujourd'hui l'information elle est accessible. Moi j'ai des livres à la maison, j'ai le dictionnaire de tous les mots, je peux te le prêter en fait au genou, à la hanche, droite, gauche, en fonction de où tu as senti quelque chose. Tu peux trouver c'est vraiment une bible, enfin c'est pas une bible mais c'est un gros bouquin, c'est un dictionnaire. Donc il y a une explication à ça, mais l'information tu la trouves aussi sur internet et peut-être que si tu t'écoutes, tu vas comprendre avec un minimum de connaissance de ce qui se passe au niveau énergétique et émotionnel. Voilà les hanches pour une femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos hanches ? On a porté des enfants. Est-ce que l'accouchement s'est bien passé ? Est-ce que la grossesse s'est bien passée ? Est-ce que les relations qu'on a avec notre conjoint sont épanouies ? Est-ce que nous-mêmes, on est nés dans des conditions, je ne sais pas moi, peut-être que moi, ma mère est née... ma mère, je sais qu'elle est née dans des conditions... L'accouchement s'est passé dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, si elle avait des problèmes au niveau de cette partie énergétique, ça pourrait peut-être s'expliquer par cela. Donc, il y a ce qu'on peut trouver sur Internet, ce qu'on peut trouver dans des ouvrages hyper intéressants, et ce qu'on peut trouver dans notre cœur. On sait à la fin, on a la réponse en nous, je pense. Mais il faut prendre le temps de s'écouter. Il y a un très joli livre que je serais très contente de partager, que tu pourras mettre dans les références. C'est dis-moi dis-moi où tu as mal. C'est Jean Oudoul, dis-moi, je te le redonnerai. Dis-moi où tu as mal, je te dirai. C'est un très très beau livre qui explique sur la base de la médecine chinoise comment fonctionne le corps, la latéralité du corps, le haut, le bas, et qui, en fin de livre, nous explique le mal au genou, le mal à la hanche, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans notre vie. Il a une superbe introduction, je le paraphrase un petit peu, mais qu'il s'est lui-même retrouvé
dans le corps de cette personne qui, un jour, était là, dans son lit, à ne rien pouvoir faire, parce que tout le long de sa vie, elle n'avait pas écouté les signaux que lui envoyait son corps. Elle avait ignoré, elle avait muté, elle avait mis la douleur en... Elle avait littéralement rendu muette les douleurs en travaillant sur... en prenant des médicaments. Et puis, ça fait écho, en fait, la douleur, un mal énergétique, émotionnel, qui s'exprime à travers le corps, qu'on ne soigne pas. C'est comme un caillou qu'on envoie dans une mare. D'abord, ça va être un petit cercle. Et puis, si on fait taire cette douleur, qu'on n'en soigne pas la racine, ça va devenir... Et ça peut se transformer en grosse douleur. Et les plus grosses douleurs sont peut-être des choses qu'on aurait pu soigner au départ, bien plus facilement. Donc tout ça, c'est ça vraiment, l'hygiène de vie à la fin. C'est ça l'hygiène de vie et le fait d'écouter son corps. Et quand tu avais dit au début que généralement on s'assied par rapport à la méditation, qu'on a plus tendance à méditer pour les autres que pour soi-même. C'est pas méditer pour les autres que pour soi-même, c'est dans notre vie au quotidien, on s'oublie. Surtout quand on est une femme. Quand on commence, en tout cas sur la base de mon expérience, quand on a des d'autres enfants, priorités. Voilà. La société nous apprend à nous dédier 100% à l'autre. Le sens du sacrifice, en fonction des cultures, en fonction des religions. Vraiment, la femme, elle se met entre parenthèses, elle est là pour les autres. Mais non. Mais non. Mais non. Non, parce que si on est tout le temps là pour les autres, après, nous... Et puis, les Anglais le disent très bien, on ne peut rien déverser à partir d'une cup vide. Si tu ne te donnes plus de l'amour à toi-même, si tu ne te donnes plus de la bienveillance à toi-même, il arrivera un moment où ta cup d'amour et de bienveillance sera vide et tu ne pourras plus déverser cet amour, cette bienveillance à l'autre. Il y a des personnes qui le disent qu'elles sentent une sécheresse dans leur cœur. C'est ça en fait. Elles ont trop donné, elles se sont épuisées, elles se sont asséchées jusque dans leur cœur parce qu'elles ne se sont pas suffisamment aimées elles-mêmes. C'est pas de l'égoïsme en fait, de s'aimer et de prendre du temps pour soi et de faire tout ce qui te fait du bien. C'est la base de relations saines et équilibrées avec le reste du monde. C'est parce que tu t'aimes toi suffisamment que tu vas pouvoir aimer les autres à la folie passionnément. C'est beau ce que tu dis. J'espère que c'est beau et j'espère surtout que c'est incarné, que je ne me contente pas d'avoir de jolis mots mais que je le vis dans ma vie, que en tout cas que je fais tout pour le vivre et que je donne les tips de ci, de là, au gré de nos pratiques, au gré de nos discussions, parce que le yoga, on parlait à la définition du yogini, le yoga c'est pas juste sur matelas, c'est aussi dans les discussions que j'ai avec les gens qui ne sont pas des étudiants, donc j'espère pouvoir insuffler. Mais oui, bien sûr, surtout avec cette énergie positive, Charlotte, j'adore. Et justement, donc, penses-tu vraiment que l'on peut trouver notre épanouissement personnel à travers le yoga? Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour le trouver? Je vais répondre oui, bien évidemment. Parce que tu as trouvé ton épanouissement. Parce que moi, j'ai trouvé mon épanouissement. Mais avant de te mettre au yoga, justement, est-ce qu'il y avait une différence dans ta vie? Pour moi, il y avait une différence. Il n'y a pas eu un avant-après. Il y a eu un cheminement. Il n'y a pas de magie. Dans les recommandations, dans les principes du yoga, on en a déjà discuté en aparté, il y a la discipline. Oui, il faut s'imposer une discipline, je pense, dans sa pratique du yoga, mais la pratique du yoga, elle y tienne. Encore une fois, ça ne veut pas dire te mettre sur la tête tous les jours. Tu trouves cette pratique qui te convient. Et j'en suis la preuve, au fur et à mesure, tu te trouves vraiment, tu dénoues les tensions dans ton corps, et parce que tu dénoues les tensions dans ton corps, tu dénoues les tensions dans ton mental. Et ça, Patanjali l'a dit, et c'est vraiment quelque chose que je redis souvent encore, c'est de la relaxation du corps et de la relaxation du mental que nous vient la paix intérieure. Ça, je le crois, vraiment. Le corps est un média. Le cœur est la destination finale, et ton corps te permet d'aller jusque dans ton cœur pour trouver ton épanouissement. Tu sais, depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois, donc la première fois où on s'est rencontrés, alors tu dois savoir quelque chose, c'est que tous les jours, maintenant, tu sais que je me mets sur mon tapis et j'essaye. Mais j'essaye. Baby steps, il n'y a pas de magie. Voilà. Baby Au moins, steps. j'essaye. Mais c'est très bien. J'essaye. Parce que pour moi, le yoga, tu vois, c'est une discipline qui est assez
ennuyante. Mais bon, il y a plusieurs catégories de yoga aussi. Peut-être que j'ai pas pris le bon yoga. Tu vas nous expliquer un petit peu plus tard, tu vois. Et c'est un monde que je connais pas et je suis vraiment curieuse de ce monde. Et quand je vois une personne avec une énergie tellement positive en face de moi, et on sent vraiment toute ton énergie, on sent l'amour, en fait. On sent que tu es en train de projeter l'amour et tout ça. Tu peux pas savoir comme ça me... Et là, pour le coup, c'est le grand retour de l'ego, mais ça me flatte quand on me dit ça. Mais c'est rare, en fait. Mais ça me... C'est vraiment rare de discuter avec une personne avec cette énergie. Enfin, tu es tellement joyeuse, tellement pure et tout. Donne-moi ton secret, Charlotte, c'est pas possible. Eh bien, après cet entretien, oui. Donc, on peut volontiers offrir un petit cadeau aux gens qui nous écouteront, mais surtout, en aparté, et ça on peut le couper, on peut faire une vraie pratique si tu veux. Vu que je suis là, on peut faire une vraie pratique, si tu veux. Et dynamique. Oui, on va faire ça. Et pump it up. On va mettre la musique et tout aussi avec. J'ai des playlists. Ok, non, super. Super. Et ma vision du yoga, c'est d'avoir un environnement, une hygiène de vie avec plein de trucs qui me permettent de me sentir bien. Très très bien. Pendant le confinement, j'ai dû me cantonner au yoga et au yoga. Et qu'au yoga. Du coup, je faisais 4 pratiques par jour. Je faisais une pratique très lente, une pratique du feu de Dieu. Mais dans la vie normale, oui, on peut aussi cumuler. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et on peut faire du yoga et du pilate. On peut faire du yoga et du body pump. On peut faire du yoga et rien d'autre. Faire que du yoga. Et on peut faire du pilate et du body pump et que ce soit suffisant. On peut faire, si on veut sortir des disciplines un peu sportives, on peut faire du Reiki, on peut faire, je sais pas, entamer une thérapie. Tout ça, ce sont des méthodes, des chemins de guérison, des chemins d'épanouissement qui, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, de mieux ou de moins bien. Il faut juste trouver la méthode qui te convient. Très bien. Tu es libre. Et explore. L'invitation, c'est à explorer toutes les méthodes qui existent aujourd'hui parce qu'il en existe plein. Trouver ce qui te fait du bien. Et par rapport à ça, il y a pas mal d'exercices, en fait, de postures qui ont des noms d'animaux et autres au yoga. Tu pourrais un petit peu nous expliquer pourquoi ? Je pense que c'est juste parce que visuellement, ça permet aux gens de se mettre dans la position qui ressemble. Quand on se met dans la position du chien tête en bas, moi j'ai un chien, c'est vrai que mon chien se met dans cette position. Quand on se met dans la position du chien tête en haut, c'est vrai qu'il y a des moments où mon chien il s'étire, il se met dans cette position. Donc je pense que c'est visuel, beaucoup de positions qui ressemblent à des animaux, beaucoup de positions aussi qui ressemblent simplement à des formes. Il y a la position du triangle, il y a la position du guerrier. J'ai beaucoup de plaisir, généralement, à expliquer cette position du guerrier. Explique-la-nous, s'il te plaît. Oui, parce qu'en fait, quand je dis les gens, guerrier numéro 1, guerrier numéro 3, guerrier numéro 2, mais pourquoi on a mis une image qui peut paraître un peu violente dans une pratique aussi pacifique et bienveillante que le yoga ? Parce qu'en fait, on fait une différence qui, je trouve, est très, très jolie entre le guerrier et le soldat. Le guerrier, c'est celui qui mène une bataille à l'intérieur de lui-même et qui s'engage dans un chemin vers le beau, le plus, le mieux, l'alignement, la lumière. Le soldat, c'est l'autre. C'est celui qui va aller mener des batailles contre l'autre et mener avant de zizanie. Mais le guerrier, oui, c'est à l'intérieur de soi. Et cette position, vraiment, quand on la tient longtemps, elle est très engageante au niveau musculaire, il se passe beaucoup de choses. Il y a des pratiques, donc si on veut parler des types de yoga, le vinyasa, une respiration, un mouvement, on n'a pas toujours le temps de se poser et de comprendre la profondeur de la position. Mais quand on prend le temps de se poser dans des pratiques plus lentes, plus engageantes au niveau musculaire dans certaines positions, c'est vrai, le mental revient parce qu'on est posé. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il ne se passe pas toujours la même chose pour tout le monde. Mais voilà, à quoi je pense ? Est-ce que je pense à ma liste de courses ? Est-ce que je pense au voisin qui a une voiture plus grosse que moi ? Est-ce que je pense à moi ? Comment je pourrais rendre ma vie plus belle ? Comment je pourrais donner plus d'amour aux gens autour de moi ?
il se passe pas la même chose pour tout le monde. Mais là, on va Mais vraiment observe. parler de la méditation, pardon, n'est-ce pas? Non, là, on est vraiment... En fait, le yoga, même dans la pratique physique, Oui, est une méditation en mouvement. c'est ça, tout Le à but, fait. c'est de mettre dans l'instant présent, ici et Et maintenant. maintenant? La méditation, ça n'est pas autre chose que ça. Mhm. Te défaire de ce qui s'est passé avant, te défaire de ce qui va se passer après. De Oui. toute façon, comme on dit au Liban, ce n'est pas dans ta main. Ce n'est pas dans ta main. Mishbi Idi. J'adore. Tu pourras le couper si l'audience n'est pas libanophone. C'est pas grave. Mais oui, c'est vrai en fait. Ça n'est pas dans ta main. Le seul instant, et il est très court, qui est dans ta main, C'est quoi? c'est maintenant, ici et maintenant. Ok. Et profites-en à 100%, parce qu'il ne te sera jamais donné de le revivre à nouveau. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on peut faire pour se mettre en pleine méditation et pour vivre cet instant présent, ici et maintenant, sans penser à avant et sans penser à après? Eh bien, en fait, c'est une pratique. En fait, tout se passe au niveau du cerveau. Oui. Le cerveau est fait pour penser à avant et penser à après. Parce qu'en pensant à après, on assure la survie de l'espèce. Il faut qu'on s'inquiète pour comment on va manger, comment on va trouver un compagnon qui va nous permettre d'avoir des enfants. Il faut qu'on s'inquiète. C'est comme ça. J'avais suivi une formation hyper intéressante qui disait que le gars nous expliquait, en fait, le prof nous expliquait, pardonnez-moi, c'était pas un journal, parce que c'est un super prof aux États-Unis, Harvard et tout, enfin bref. C'est comme, ça reste quand même un gars, tu Ça sais. reste un homme Ok. aussi, ça reste un gars, mais je voulais pas diminuer la valeur et l'enseignement non. qui m'a été transmis quand j'ai suivi son cours. Donc en fait, il nous expliquait, mais qu'est-ce qui se passerait si un homme, une femme, courait après un être humain du sexe opposé et puis qu'il avait ce qu'il ou souhaitait, l'orgasme maximal, et puis plus rien. Mais non, il faut qu'on continue de courir après cet être pour s'assurer qu'on va avoir des coïts suffisamment fréquents pour que sur le nombre de coïts fréquents, il y ait peut-être une graine qui soit posée dans le ventre de la maman. Donc en fait, il s'agit vraiment, le cerveau est fait, même dans nos relations interpersonnelles, pour ça, pour la survie de l'espèce. C'est le côté animal du cerveau. Je sais que c'est un peu moche à dire, mais c'est vraiment le côté animal du cerveau. Et en te disant, bah non, en fait, je m'ancre dans l'instant présent. Je suis ici et maintenant. Tu affirmes ton humanité par rapport à ton cerveau animal. Je pense vraiment que c'est ça. Mais ton cerveau, il faut l'entraîner. C'est un muscle. Et naturellement, il va partir dans tout ce qui t'inquiète. Comment on va faire Avant, pour le après. canaliser, justement? Il y a différentes méthodes. Le mouvement en est une. Et c'est pour ça que mon premier pas dans le yoga, ça a été le mouvement. Ça a été des pratiques très intenses de yoga. Parce que j'étais tellement concentrée sur ce que je faisais, sur la voix du prof qui me disait « mets ton pied ici, mets ton pied là, derrière la tête, ici, par là ». J'avais pas le temps. Pendant 60 minutes, j'étais switch off. Mon mental était switch off. J'étais sur mon matelas et j'essayais de mettre mon pied là où il fallait, de me mettre à un angle de 90 degrés comme il fallait. Il y avait tellement d'instructions que j'avais pas le choix. Si je voulais faire convenablement, j'étais ici et maintenant. Et c'est super, ça marche très bien. Et c'est pour ça que les pratiques de yoga dynamiques et intenses, c'est du vrai yoga, ça te met dans l'instant présent. Mais quand mon mental a pu rester dans l'immobilité ici et maintenant, j'ai apprécié ces pratiques plus lentes où on travaille autant au niveau du corps physique. Parce que si on tient une position 3 minutes dans la position du guerrier, on le sent dans nos cuisses, on le sent partout. Donc, c'est pas la vitesse de notre pratique de yoga n'est pas nécessairement... c'est pas parce que c'est moins rapide que c'est moins intense au niveau physique. Et j'ai même apprécié de me poser de plus en plus longtemps assise en méditation. Mais le mouvement, ce qu'on fait sur notre tapis quand on bouge notre corps, c'est une méditation en mouvement. Tu es ici et maintenant. Et tu peux ralentir ou pas, si ça te plaît. Et tu peux même t'asseoir, te mettre dans la position traditionnelle du lotus. Et puis, à nouveau, il y a différentes techniques. Soit on se concentre sur la respiration, soit on se concentre sur un objet extérieur, soit on se concentre sur un mantra, qui peut être un mantra traditionnel, un mantra en sanskrit, soit sur un mantra dans notre propre langue. Tu peux qualifier ça d'intention. Quelle est ton intention du moment? Qu'est-ce qui va te permettre de canaliser ta concentration? Je sais pas moi, je sais qu'en ce moment, au travail, je suis challengée énormément par mon management. Ok, j'ai besoin de force pour pas péter un plomb, pour pas partir en burn-out. Et ben voilà, je pose sur mon matelas et je canalise ma concentration en répétant
Je dis n'importe quoi, je donne un exemple, hein, mais je suis forte, je suis forte, je suis forte. Et ça va avoir le double effet, ça canalise le double effet qui se coule, pour ceux qui ont la référence culturelle des publicités en France dans les années 90. Le double effet qui se coule, oui, ça canalise les fluctuations du mental, parce qu'avec... Et tu peux même le dire à voix haute, en fait. Il est possible que de le répéter intérieurement dans ton corps, ce soit suffisant, mais pour certaines personnes dont le mental est trop fort, il faut le dire à voix haute pour rester là. Il y a plein de techniques. Je suis forte. Et une affirmation telle que je suis forte va non seulement te permettre de canaliser les fluctuations du mental, mais en plus avoir tous les bénéfices de la pensée positive. Donc quand tu répètes à ton cerveau que tu es forte, que tu es forte, que tu es amazing, que tu fais tout bien, et bien ton cerveau, parce qu'il n'est pas capable. Le cerveau, il est hyper intelligent et hyper bête. Il ne sait pas faire la différence entre ce qui est... Parce que, en fait, quand tu lui dis quelque chose, il ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Si tu te le dis, tu peux laver ton cerveau. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on ne dit pas qu'on fait de l'auto-brainwashing, qu'on fait du lavage de cerveau, qu'on s'auto-lave le cerveau. On dit qu'on hack, qu'on pirate notre cerveau. Oui, tu n'as jamais entendu ça dans le domaine du développement personnel? En fait, c'est ça. Tu peux hacker ton cerveau. En fait, c'est utiliser le fonctionnement du cerveau pour complètement forger un mindset, un mental différent, aligné avec ce que tu veux être, vibrer, transmettre. Donc, tu sais que le cerveau, c'est pas faire la différence entre le vrai, le faux. Tu vas lui répéter que tu peux attirer. C'est ce qu'a fait Jim Carrey pour son premier cachet. On voit souvent cette vidéo. Moi, j'aime pas cette vidéo parce que j'aime pas quand l'abondance et quand on est à une abondance matérielle. Même si, voilà, on va pas débattre il vaut mieux avoir un compte bancaire bien achalandé plutôt que pas. C'est pas le débat. Mais de limiter l'abondance à ça, je trouve ça réducteur. Il y a l'abondance dans plein d'autres choses. Mais tu peux très facilement trouver cette vidéo de Jim Carrey dans laquelle il dit, voilà, j'étais fauchée comme les blés, je ne viens pas d'un background où j'avais de l'argent, je voulais être acteur et j'ai visualisé un chèque de, je ne sais plus parce que ce n'était pas dans les monnaies qui existent aujourd'hui avec l'inflation, mais disons 1 million d'euros. C'était certainement beaucoup plus, j'en sais rien. Et 6 mois plus tard, il a signé et il a travaillé sur son mindset, il s'est dit, j'ai un compte avec un chèque de 1 million, on dit n'importe quoi, 1 million, 1 million, 1 million. Et ça a fini par arriver. Alors, c'est pas une coïncidence, ça, tu crois? Moi, j'aime pas cet exemple, mais c'est l'exemple dont on a tous entendu parler. Et j'aime pas cet exemple, pourquoi? Parce que il va à l'encontre d'un principe yogique que tu aimes entendre. C'est le principe du détachement. Tu m'as posé la question la première fois qu'on s'est rencontrés, mais que veut dire ce principe du détachement? Et c'est un principe, c'est drôle, dont moi aussi j'ai beaucoup débattu avec mon prof de yoga quand j'ai fait ma formation de yoga. Mais pourquoi? J'ai envie d'être attachée à ma mère, j'ai envie d'être attachée à mes enfants. Enfin, pour moi, c'est important. Le détachement, c'est pas le détachement. Enfin, chacun trouve son expression du détachement. Pour moi, ça n'est pas un détachement par rapport à l'humain. Je reste très attachée et je suis contente d'être. Maintenant, je n'enferme personne. Personne ne m'appartient. Ni mes enfants. Comme disait Khalil Gibran, les enfants sont les enfants de la vie. Tu vois que j'ai des références libanaises. J'espère que l'audience est libanophone. Oui, l'audience sera certainement libanophone, n'est-ce pas? Donc, mes enfants sont les enfants de la vie, bien sûr. J'espère que mes enfants resteront avec moi le plus longtemps possible et que quand ils partiront, qu'ils voleront de leurs propres ailes, ils auront beaucoup de plaisir à revenir me voir. Mais j'ai pas envie de les enfermer comme on a pu m'enfermer moi, comme on a sûrement beaucoup plus enfermé mes parents, parce que, voilà, famille d'origine méditerranéenne, italienne d'un côté, espagnole de l'autre, voilà, la famille, c'est la famille, quoi. Et je veux pas les enfermer non plus au niveau du mental. Je veux pas que mes enfants, parce qu'ils m'aiment tellement, ils fassent des études pour me faire plaisir. Non. Je veux qu'ils soient libres. Voilà, c'est ça que j'entends dans le détachement par rapport à mes enfants, par rapport à mon époux. Pareil, mon époux, aujourd'hui, on vit une relation parfaitement épanouie. C'est super, mais si un jour, il rencontrait quelqu'un de plus beau, plus jeune, plus tout, eh bien, écoute, si c'est ce qui lui convient, eh bien... Moi, en pratiquant beaucoup de yoga, je m'en remettrai aussi. Et c'est certainement parce qu'autre chose m'appellera ailleurs. Ça n'arrivera certainement jamais. Mais je te donne l'exemple un peu carré. Ne dis jamais, jamais, hein. Et oui, donc par contre, ce dont je pense qu'il faut se détacher, c'est du résultat des actions qu'on fait. Quand je fais quelque chose, je ne veux pas le faire pour plaire à quelqu'un, pour gagner. En tout cas, bien évidemment que j'ai un objectif, mais il faut se détacher du résultat final. Et j'ai beaucoup aimé, je ne sais plus qui l'a dit, mais je le redis souvent en cours,
cette phrase qui parle de l'abondance et qui t'incite à te détacher. Donc en fait, c'est la gratitude qui t'ouvre les portes de l'abondance. En comptant tes bénédictions, en voyant tout ce qu'il y a de cool dans ta vie, tout ce qu'il y a de beau dans ta vie, toutes ces chances que tu as, quelle que soit ta vie, parce qu'il y a toujours des choses chouettes. Il suffit d'ouvrir les yeux et voir les fleurs entre les pavés. Il y a toujours. Et bien c'est la pensée positive. Ton cerveau, il prend l'habitude de voir ce qu'il y a de beau. Et il finit par l'attirer. C'est la loi de l'attraction. À force de te mettre dans cette énergie, dans cette émotion de choses qui sont chouettes, tu les attires et tu vas en attirer de plus en plus. Donc tu le fais pas pour, mais sans que ce soit mathématique, c'est certainement un peu magique ou un peu énergétique. Et peut-être que c'est seulement, là je n'ai jamais pensé à ça, mais peut-être qu'en fait, c'est pas que tu les attires, mais que tu les vois de plus en plus. Je ne sais pas. Je me pose la question là en même temps que moi. Il faudra que j'y réfléchisse, que je journale, puisque j'ai des journaux depuis toujours. Mais peut-être que c'est pas que tu les attires, que c'est pas la loi de l'attraction, mais que tu es simplement de plus en plus capable de voir la beauté du monde, la beauté de ta vie, la beauté dans l'autre. Donc ça veut dire que le yoga s'infuse vraiment dans tout ce que l'on fait quotidiennement. Ah oui. Pour moi, oui. Mais il restera des personnes hermétiques au yoga et ils trouveront leur épanouissement dans d'autres matières. Pas de dogmatisme. On ne veut pas enfermer les gens. Ben non. Chacun son chemin. Oui, tout à fait. C'est bien. On va parler, Charlotte, des bienfaits du yoga sur notre corps maintenant. Ok. Donc, est-ce que cette discipline a un impact dès le premier jour ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut attendre plus longtemps? À partir de combien de temps on peut voir des bienfaits? En fait, au niveau du corps physique... Je sais qu'on ne peut pas généraliser, qu'il ne faut pas prendre... C'est vraiment du cas par cas, mais de manière générale. En fait, si tu fais un cours de yoga avec moi, une fois, pas toi, mais ça aura les mêmes bienfaits physiques que si tu fais un cours de sport à la salle de sport. Donc oui, c'est bien, tu as bougé ton corps, tu as bougé tes cellules, tu as respiré un peu plus fort, tu as renouvelé l'air dans tes poumons, le sang a circulé plus vite, mais c'est super, en direction de ton cœur, en direction de ton cerveau, et c'est déjà énorme. Il y a beaucoup de gens qui restent assis sur une chaise au bureau ou dans un avion la grande partie de leur journée. Donc même une fois de temps en temps, tu vas avoir tous les bénéfices d'une séance de sport. Si tu fais un yoga, disons qu'on part sur un yoga physique, pas beaucoup physique, mais où tu bouges ton corps, où tu n'es pas assise en position méditation, que ce n'est pas une séance de méditation, oui, tu auras les bienfaits physiques d'un cours de sport. Okay. Donc c'est déjà super. Et est-ce qu'on arrive à vraiment avoir une réduction du stress? On arrive bien sûr à avoir une réduction du stress, parce que en bougeant ton corps, oui. Hormonalement, c'est pas magique en fait, hormonalement, en bougeant ton corps, tu vas release, donc tu vas décharger, je sais pas comment on dit en français, tu vas laisser sortir de ton corps les hormones de la relaxation. Donc, et même les hormones du bonheur en fait. Donc oui, il y a un effet qui est prouvé scientifiquement au niveau du stress. Il est même aussi prouvé qu'au niveau neurologique... Oui, même sur les... Bien sûr. Cérébrales, quoi. Exactement. Même sur les fonctions cérébrales. Bien sûr, la pratique du yoga, la pratique du sport, différents types de sport, va venir développer certaines parties du cerveau, qui sont les parties en charge de la relaxation, du bien-être et du lâcher-prise. Donc ça, oui, c'est prouvé scientifiquement et ça n'a rien de magique, en fait. C'est juste hormonal. Et ça va aussi améliorer la souplesse, n'est-ce pas? Bien sûr, ça améliore la souplesse. Mais si par exemple on est rigide, très très rigide, ok. Et bien tu rencontres ton corps ici et maintenant et tu travailles avec, en prenant ton corps comme un ami et non pas comme un ami. Donc tu ne sais pas qu'on va essayer de faire le grand écart dès le jour 1, mais on avance dans la direction du grand écart. Mais tu crois que au bout, je ne sais pas moi, de plusieurs mois, de plusieurs années, cette personne arriverait à faire le grand écart? Je pense qu'avec la pratique, tout peut venir. En fait, je pense que la souplesse, oui, c'est le plus simple à obtenir. En fait, je pense que tous les effets qu'on recherche au niveau physique, ce sont les plus simples à obtenir. Mais tu sais, si tu fais du yoga tous les jours, comme si tu fais du sport tous les jours, tu vas devenir très fit, tu vas devenir très fort. C'est ce qu'il y a de... en étant engagé, en étant discipliné, je pense que les effets physiques, c'est le plus simple. Ce qui est plus difficile, c'est de lâcher prise au niveau du mental. Mais au niveau physique, si l'objectif c'est de faire le grand écart, je ne sais pas si je te recommanderais le yoga. Le yoga peut t'y amener, mais je ne sais pas si je te recommanderais le yoga parce que l'intention est plus appropriée à un cours de gym. Mais le yoga t'y amènera, oui. Moi, je peux t'amener au grand écart. C'est juste que je vais te le dire, je ne vais pas te tirer la jambe. Je vais te dire de
relaxer. La méthode est différente. Et on prendra certainement plus notre temps avec un cours de yoga pour arriver au grand écart qu'avec un cours de gym. Donc si vraiment ton objectif, pas le tien, mais si l'objectif d'une personne est le grand écart ou se mettre sur les mains, après il faut choisir la discipline qui nous convient. Et j'ai aussi lu qu'il y avait donc des réductions de douleurs corporelles. Ah bah bien sûr. Mais si tu forces justement ton corps, c'est pour ça que c'est pas du yoga quand tu forces. C'est pour ça que moi je vais pas forcer. Ok. Je vais pas forcer. Donc tu vas jamais te faire violence. Ou alors il faut des fois un petit peu pousser. Il faut connaître notre juste milieu. En fait, il faut être capable de faire la différence entre la douleur et l'inconfort. Ok. La douleur, ton corps te dit aïe. C'est un signal fort que ton corps t'envoie. Stop. Ok. Ça ne veut pas dire que tu pourras jamais le faire. Ça veut dire qu'ici et maintenant, tu peux pas. Non. Et il y a une raison. Est-ce que la raison, elle est au niveau anatomique ou est-ce qu'elle est ailleurs? À toi de savoir, à toi de chercher, à toi d'explorer. Possible qu'en débloquant un truc au niveau du mental, tu réussisses à glisser dans ton split. C'est possible, j'en sais rien. Donc la différence entre la douleur et l'inconfort. L'inconfort, tu peux travailler avec l'inconfort. L'inconfort, on est dans une position où on nous envoie un symptôme. Et tu peux inviter du mouvement. Et on te dit que généralement, la position qui t'est le plus inconfortable, c'est la position qui a le plus de sens pour toi au niveau émotionnel et énergétique, qu'il faut l'approfondir et comprendre pourquoi elle t'est inconfortable. Maintenant, si dans la position, tu ne peux pas respirer, arrête. Ça n'a pas de sens. Okay. Ça n'a pas de sens. Ça soulage aussi l'anxiété? Ça soulage l'anxiété, ouais, le stress, l'anxiété, c'est les mêmes mécanismes au niveau du cerveau. Et ça aura des retombées, peut-être souvent dès le premier cours, au niveau du sommeil. Parce que quand tu es relax, quand tu as mis de ton anxiété de côté, tu dors mieux. Bien souvent, la raison pour laquelle on ne dort pas, c'est que scénario Hollywood ou Bollywood dans notre tête. Tout à fait. Donc on arrive là aux réductions de l'insomnie, justement. Bien sûr. Et ça, tu le répètes. Je l'entends tout le temps. Je le répète pas, les gens s'en rendent compte tout seuls. C'est vraiment quelque chose de... moi, je suis une prof de yoga qui est beaucoup dans l'attachement, pour le coup, avec mes étudiantes, sans les enchaîner. Et je suis très contente si un jour, je dis elles parce que j'ai plus d'étudiantes femmes, beaucoup plus d'étudiantes femmes que d'étudiants hommes. Et c'est toujours plus facile, moi, en tant que femme. En fait, je pense que les femmes se sentent plus à l'aise avec moi que les hommes, avec les hommes malgré tout. Même si je suis moi très libre de mon côté de les aborder, ils peuvent avoir quelques réticences à s'ouvrir, en tout cas dans les premiers temps. Donc c'est pour ça que je dis plus souvent les étudiantes que les étudiants. Mais donc je m'attache beaucoup aux personnes avec qui je travaille. Je pense qu'elles s'attachent aussi en retour. C'est très gratifiant pour moi d'être dans cette énergie d'amour lorsque j'exerce ma passion et ma profession. Et donc parce que je suis très impliquée, je veux toujours savoir ce qui s'est passé après la pratique. Donc j'envoie toujours un petit message rituel le lendemain. Tout va bien, on n'a rien cassé, tout va bien. Sauf les étudiantes qui me l'ont déjà dit 40 000 fois, mais très souvent, mais qu'est-ce que j'ai bien dormi. C'est vrai? Oui, c'est le feedback qui revient le plus souvent. Wow. Ouais. Mais là, le sommeil, c'est vrai que... Et encore plus quand il y a non seulement le lâcher du mental pour le corps lambda et la relaxation au niveau physique. Quand je travaille avec des femmes qui sont enceintes, qui ont réussi à lâcher au niveau et qui ont quand même soulagé les tensions, les crispations et vraiment les douleurs anatomiques liées à la grossesse avec la pratique, qu'elles ont créé de l'espace. Le soir, elles s'endorment et elles me disent « j'ai dormi comme un bébé ». Enfin, les bébés, je me souviens que ça ne dort pas bien, mais j'ai quand même bien dormi. C'est vrai que les bébés, ça ne dort pas bien. Ceux qui ont inventé cette expression sont des gens qui n'avaient pas d'enfants. Je suis sûre et certaine aussi, parce que c'est... Qui a eu un bébé qui dormait bien? Ouais, personne. Quoique, il y a des bébés qui font leur nuit à partir de 3 mois quand même. Oui, moi j'ai des enfants. Moi, ce n'était pas mon cas. Pas moi non plus. Donc voilà. Ok. Charlotte, écoute, on va terminer sur une phrase. Oui. Et tu vas me donner ton avis. Le savoir est plus important que l'exercice, mais que la méditation est plus importante que le savoir. Le savoir est plus important que l'exercice, mais que la méditation est plus importante que le savoir. Qu'en penses-tu? J'en pense que c'est une très jolie citation. Tu me donneras la référence de la personne. Je trouve que c'est une très jolie citation qui, quand on l'écoute, te donne envie de dire oui. Mm-hmm. Mais quand on approfondit, moi je vois deux façons de l'interpréter. Donc
À l'échelle macro, à l'échelle de la société, donc on a dit la connaissance est plus importante que l'exercice, la méditation est plus importante que la connaissance. Donc je pense que voilà, si on veut mettre, et il est vrai, le corps est un média pour nous amener à la connaissance. Le corps est donc l'exercice, dire qu'il est moins important que la connaissance, il nous amène à la connaissance. À l'échelle collective, je pense que placer la connaissance en dessous de la méditation, pour moi, la connaissance, c'est le mental et la méditation, c'est l'intuition. Je pense que c'est pas tout à fait... Je pense qu'il faut remettre l'intuition un peu plus dans la partie, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais dire que l'une est supérieure à l'autre, non. Il faut réussir à s'ouvrir à son intuition et laisser l'intuition nous guider dans les parties de notre vie collectivement où elle doit nous guider et autoriser le mental à exister dans les parties de notre vie où on a besoin de laisser parler le mental. Ensuite, à l'échelle, donc là c'est à l'échelle macro, à l'échelle de la société, l'exercice, un média, un channel, un canal pour nous amener à la connaissance, l'intuition, le mental, l'intuition sur un pied d'égalité, mais remettre plus d'intuition dans nos sociétés. À l'échelle individuelle, je pense qu'en fait, c'est pas non plus l'un plus que l'autre, c'est la chronologie de ce qui se passe. On commence par l'exercice physique, qui nous amène à une connaissance, une compréhension de nous-mêmes, et qui nous amène à un lâcher-prise. Donc, oui, je ne dirais pas que l'un est plus important que l'autre. Je dirais que c'est un cheminement, mais qu'on a besoin de tout. On a besoin de continuer de s'informer, de continuer d'approfondir la connaissance de nous-mêmes. Et en fait, il y a même des... Donc, si on veut parler au niveau énergétique, donc on a médecine chinoise, médecine ayurvédique, et le yoga reprend, incorpore ces choses. Donc, on parle de centres énergétiques. Les 7 centres énergétiques principaux, ce sont nos 7 chakras. Le chakra au niveau de la couronne, au niveau de la fontanelle, donc c'est le chakra couronne. Pour stimuler ce chakra, il faut s'informer. Il faut aller chercher de la connaissance. Donc, en fait, c'est pas... Tout est relié. En fait, tout est relié et c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre, mais faire sa place à l'intuition et pourquoi pas à la... quand je dis intuition, chacun doit mettre ce qu'il veut sous le mot intuition. L'intuition, c'est la relaxation, c'est le lâcher-prise, c'est pourquoi pas la spiritualité. Chacun met ce qu'il veut dans cette box de l'intuition. Je veux pas... Il n'y a pas de définition claire pour moi, mais ne pas tout faire en étant uniquement guidé par le mental, par l'ego, par les comptes, par les statistiques. C'est un peu dry, c'est un peu sec pour avoir, je pense, une vie. On veut plus de volupté dans notre vie. Volupté de laisser aller. Oui. Tout à fait. Charlotte, comment on fait pour te joindre, justement ? Comment on fait pour me joindre pour mes cours ? Pour tes cours, toi, si quelqu'un a envie de rentrer en contact avec toi, te poser quelques petites questions. Je suis bien évidemment sur Instagram, pas aussi présente que je ne l'aimerais parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour Instagram et que je ne suis pas très forte pour créer le matériel et que je pense que je reste attachée très à l'ego dans ma page Instagram. Je ne veux pas poster n'importe quoi. Donc je ne poste pas beaucoup, mais on peut bien évidemment me trouver sur Instagram sous mon nom, prénom, charlotte.aguilo. On peut tout à fait me contacter par WhatsApp ou par... Je crois que j'ai mis mon WhatsApp et mon email sur ma page Instagram. On peut toujours m'envoyer des emails par ce biais-là. Pour ceux qui habitent à Dubaï, je donne des cours privés et collectifs. Donc, libre aux gens de me contacter ou de rejoindre les cours préexistants. J'ai des cours tous les matins chez moi à 9h en anglais et en français. Et puis, j'ai les événements. Donc là, on arrive à la fin de la saison. Je vais partir en vacances au début du mois de juillet. Mais dès septembre, je reprends. Donc, j'ai des événements sur une base mensuelle. J'ai des événements sur une base tous les 3 mois, tous les 6 mois. Vraiment divers et variés où je combine les matières. Parce que pour moi, les chemins de la guérison et du bien-être et de l'épanouissement personnel sont infinis. Donc, je me mets en partenariat avec d'autres matières, avec la naturopathie. Je travaille avec une équicoach qui utilise le cheval comme un autre
canal pour venir à la rencontre de toi-même. Donc vraiment des matières très diverses et variées. On surfe sur les saisons, on surfe aussi sur les énergies de la lune. Donc oui, j'ai tout un tas de workshops, d'ateliers, d'événements au fur et à mesure de l'année. Parfait. Je vous invite à les rejoindre. On va certainement les rejoindre. Charlotte, je te remercie énormément d'avoir participé à French Stuff. Merci infiniment. C'était un plaisir de vous parler un peu, beaucoup, passionnément à la folie du yoga. C'était un plaisir partagé. J'espère que ce podcast avec Charlotte vous a plu sur le yoga. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne French Stuff et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Salut!